c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. En tout cas, de l'autre côté du Canada, en tout cas, Monsieur Odilan, qui nous fait cet honneur-là de venir, en tout cas, parler du Congo. Moi, ce que je voulais commencer par les mauvaises nouvelles, et puis finir par les bonnes nouvelles. La situation elle est désastreuse au Congo, sur tous les plans. Nous avons une crise à tous les étages. Et donc, le Congo est en situation de paiement au niveau de ses finances. Et ça veut dire que nous sommes dans une banqueroute. Est-ce que le Congo est en faillite? Oui, sur le plan économique, le Congo est en faillite. Sur le plan juridique, un État est quasiment immortel. Donc c'est cet espoir qui fait que je viens devant les téléspectateurs, les auditeurs, je viens de dire qu'il y a l'espoir. L'espoir, on le trouve dans le fondement juridique. Un État, effectivement, juridiquement, ne peut pas faire faillite. Donc un État peut vivre avec des dettes, et puis voilà. Bon, je vous laisse la parole. Hein. D'accord. Merci à tous les auditeurs. Tous les auditeurs qui nous écoutent un peu de partout dans le monde. Et vous qui nous recevez aussi à travers le représentant de la chaîne de CGB 24 TV Universel. Nous allons ici un peu de parler, bon pas ici, mais nous allons parler un peu de la politique, de ce qui se passe au pays. Concernant, nous allons en fait parler de plusieurs sujets, parmi les sujets qui ont été sélectionnés. Je crois bien que vous avez eu le temps de les aborder au début. Mais moi, la question que j'aimerais comprendre, parce que c'est d'abord la première question, puisque c'est intitulé « La conférence nationale BIS à l'étranger ». Alors, pourquoi avoir choisi ce titre-là? D'autant plus que nous avions déjà eu une conférence nationale, c'était passé au pays, et là, c'était à l'intérieur du pays. Mais pourquoi abordez-vous l'idée, ou bien pourquoi voulez-vous à ce que nous ayons une conférence nationale, pas sur le territoire congolais, mais que ce soit à l'étranger? Oui, nous voulons associer quand même les Nations Unies. Hein. La conférence nationale de BIS, c'est juste un dépaysement, c'est juste un déplacement pour des raisons de sécurité, parce que nous avons en face M. Denis Sassou Nguesso qui ne recule devant rien. La preuve, on a vu les conditions des élections, ses contradicteurs, les candidats qui étaient à l'élection présidentielle. En tout cas, ils ont fini à la maison d'arrêt. Donc, on ne peut pas servir de chair à canon. Parce que le Congo aujourd'hui, je peux considérer ça comme la place Tiananmen. Donc nous sommes une élite du Congo, on ne peut pas aller comme ça sans garantie. Et donc nous voulons que cette conférence simplement soit déplacée pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un gouffre. Vous avez la Côte d'Ivoire, et quand ça n'allait pas dans leur pays, c'est une économie cacaoyère, c'est-à-dire que le cacao n'est pas au-dessus du pétrole. Je connais le marché boursier, et donc quand on a une économie qui est basée sur le pétrole, et on peut se permettre d'aller discuter à l'étranger calmement et sereinement. Et ce n'est un gouffre déplacé, en tout cas 300 Congolais, pour le bien du pays, je ne pense pas que ce soit dramatique. Alors ce qui me gênerait, puisqu'on parle de gaspillage, c'est pas un gaspillage, c'est un bon investissement pour l'avenir de notre pays. Moi j'ai vu la parade de la dame qui est l'épouse du directeur du Trésor public. Chaque matin, vous voyez les militaires défiler. Oui. Alors, je pense que c'est là qu'il faut regarder que finalement, le déplacement pour le bien du pays, ça ne peut pas être un gouffre. Ou de laisser tout l'argent chez le fils à Denis Sassou Nguesso. Donc nous avons de l'argent pour faire cette conférence nationale. C'est un existant. C'est un existant. Parce que il y a un précédent en la matière. Bon, pour les comptables, est-ce qu'il faudrait que j'utilise un terme comptable? Quand vous avez l'existant, il y a juste à le reviser. Bon, en l'économie, on appelle ça un ajustement. Donc, il y a quelque chose qui existe, il y a une antériorité qui est là, donc il y a juste à suivre parce que le chemin était tracé. Et d'ailleurs, j'interroge la mémoire collective, je ne pense pas que la conférence nationale
on a dû entendre des déclarations de prendre pour arriver à cette conférence nationale, puis par la suite, c'était devenu souverain. Donc, les Congolais ont l'habitude de dialoguer, le dialogue ne vient pas seulement des législations et des sauts. Je donne une référence historique, vous avez la conférence nationale des entreprises qui avait lieu à l'époque de Marion Babi en 1972, 91, on peut voir quand même. Bon, il y a quand même dans le temps, il y a l'espace. Et puis, de 91 à 2008, alors les Congolais n'arrivent pas à s'entendre. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République. Banaya Maman Moko, eh bien, le Bongi, on va faire le Bongi. Si le Bongi, on ne peut pas, on va faire le Mfundu. Voilà, j'ajoute encore un élément. On peut, de temps en temps, dans ce Bongi-là, quitte à suspendre des séances. Donc, nous sommes les enfants d'une seule mère. Nous sommes appelés à nous parler, c'est pas les petits dialogues qu'on a municipalisés au Congo. Si c'est pas Evo, c'est à Sibiti. Et d'ailleurs, j'ai assisté à ce dialogue que j'ai appelé monologue. Les gens étaient à Sibiti, les autres étaient à Dakar. Et comment vous pouvez imaginer dans un seul espace, et que les gens se distancent comme ça, on appelle ça non, c'est du monopole, c'est du monologue, c'est un dialogue à distance, et nous voulons avoir un dialogue, les yeux dans les yeux, pour le bien du peuple congolais. Je vous écoute. Quand vous parlez un peu de la conférence nationale BIS à l'étranger, je pense qu'au niveau de la France-Tabac, je crois que vous êtes au courant que M. Boukadia est en train de préparer aussi la même chose. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas avec M. Boukadia pour faire franc-commun, puisqu'il s'agit de la diaspora, puisqu'il parle aussi de la conférence internationale, et vous parlez de la conférence nationale BIS. Mais j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous pouvez ici un peu d'éclaircir la population, puisque c'est le peuple qui vous écoute, c'est les idées que vous avancez, certainement pour le bien du pays, c'est au peuple de juger, bien sûr, mais moi je me pose la question de savoir, à partir du moment où vous vous trouvez tous à l'étranger, pourquoi ne pas être un pour avoir un seul projet et aller de l'avant? Et pourquoi ces genres de projets qui sont peut-être un peu similaires, mais qui n'unissent pas tout le monde? Écoutez, moi, ce que j'ai appris dans ma formation, la procédure était unique et les méthodes étaient différentes. Donc, c'est une question des méthodes. La finalité, c'est la même, c'est de voir les Congolais se retrouver et discuter. Vous savez, j'ai suivi le doyen, l'un des meilleurs, en tout cas, juristes congolais, en tout cas de mon nom, Maître Aloïse Migueleno, qui nous a dit que finalement, la procédure par la conférence internationale était évidente parce qu'un individu ne peut pas faire une saisine pour obtenir cette conférence internationale. Oui. Et donc, nous avons, par réfléchi, puisqu'il y a déjà un précédent en la matière. Nous avons eu une conférence nationale sans diffuser de son Congo. Pourquoi ce chemin était tracé, on a conduit comme ça. Vous savez, en dehors du président, en tout cas, Sarkozy qui avait dit que l'Afrique perd son temps à reprendre les mêmes choses et finalement, il n'est pas évolué. Moi, je pense que la vie est un éternel recommencement. La manière qu'on vit au monde, là, je ne sais pas si les autorités ont notre manière de fabriquer l'être humain. Donc, je pense que la vie est un éternel recommencement. Nous avons un précédent, quelque chose qui a été tracé. Et finalement, il y a juste une correction, ce qu'il y a existant. Il y a juste une petite correction. Nous n'avons pas fixé les dates pour une raison. Nous n'avons pas fixé les lieux. Il ne faudrait pas que les pays se valent parce qu'il y a aussi la raison d'État à certain moment, les intérêts entre les États et les intérêts. Et donc, le Congo, jusqu'à présent, nous sommes restés des parents pauvres de la communauté internationale. Même quand il y a une difficulté dans le poule, on prend quand même des soldats congolais à aller mourir pour un pays frère. Je trouve ça, c'est insultant à la mémoire individuelle et collective. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le pays, il y a des situations dans le poule, vous avez quand même des soldats et qu'on détache par là dans Centrafrique. On ne reviendra déjà sur les généraux. Mais est-ce que vous n'envoyez pas aussi un mauvais message à l'endroit de la population à partir du moment où on voit ces divisions qui existent entre vous, de toute façon qui fait l'affaire du pouvoir en place, à partir du moment où vous êtes divisés, vous ne partagez pas les mêmes opinions pour différentes solutions, surtout lorsque j'essaie un peu de comprendre, parce que tout à l'heure je vous ai posé la question, vous avez apporté vos raisons, mais qu'est-ce qui diffère réellement en termes de... qu'est-ce qui diffère votre projet du projet de M. Boukadia? Mais je vous ai dit que la finalité était la même, la procédure est unique. Moi, je suis quelqu'un, je parle de méthode. Il y a plusieurs manières de résoudre une équation. Ça peut partir par l'addition, par la substitution, par comparaison. Les méthodes sont discutables, mais la procédure est unique. La finalité, c'est voir les enfants d'une seule mère se retrouver et discuter.
Et donc, nous ne pouvons pas utiliser cette procédure, cette méthode, simplement parce que ça ne nous garantit rien, puisqu'il y a quand même un éminent juriste qui s'est prononcé en la matière. Oui. J'en ai interrogé des juristes, ils disent que ça va pas être évident que de toute façon, qu'est-ce que l'ONU ne sait pas dans le pool, puisqu'ils ont collecté des fonds. Oui. Donc, je pense que c'est une vérité de la patrie, une vérité de la patrie. Moi, je pense que le plus simple, nous sommes assez mûrs, parce que la conférence internationale, ça suppose qu'il faut trouver un médiateur. Donc, et si nous ne le trouvons pas, et comment on fait? Alors, le plus simple pour nous, c'est ce que j'appelle en matière de chaîne critique, le plus, en tout cas, le plus court, et c'est celui qu'il faut emprunter. Donc, par la conférence nationale BIS, il y a déjà un existant, il n'y a pas eu de fusion des sons. Je demande simplement aux opposants qui sont au Congo, ils ont écrit des mémorandums. Il y a juste, on n'a pas besoin de provocation, et de ne pas tout le temps peut-être taper la presse. Je pense qu'il faut associer la presse, parce qu'on parlera de liberté fondamentale dans un pays, et d'essayer de déposer dans les chancelleries, et de façon que nous, ici à Paris, on va remettre en tout cas, j'appelle ça une requête, c'est une requête, c'est une demande que nous remettrons en tout cas à M. Agada Rodolphe, qui est le représentant de M. l'initiation des Sceaux, parce que nous sommes dans un non-État au Congo. Il n'y a pas la démocratie au Congo. L'ONU à côté vous dit qu'il faut de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne gouvernance? C'est la démocratie. Vous ne pouvez pas faire la démocratie en privant les citoyens de leurs droits civiques. Ils sont électeurs, mais ils ne peuvent pas être candidats parce qu'on a mis une barrière financière, c'est-à-dire 1 500 000 francs à verser au trésor public, non remboursable. Et donc, c'est M. Sassou qui choisit ses parents et ses amis. On est dans un copinage. C'est du copinage là. Donc le pays, le régime n'est pas démocratique. Parce que c'est celui qui choisit, en tout cas ceux qui doivent être les représentants du peuple. Donc ce n'est pas normal. Donc on n'est pas dans la démocratie là déjà. Donc l'ONU, les instituts de Bretton Woods vous demandent la bonne gouvernance et la transparence. Bon, c'est amusement, mais ça soit dit que voilà. Au départ, on est parti d'un régime présidentiel. Je vais mettre en métaphore. J'ai pensé à cet enfant qui voulait manger tous les plats de la famille. Et donc, il donne, il est fatigué. Donc, M. Denis, sa fille est revenu à partager le pouvoir. En partageant ses pouvoirs. Mais je pense que j'ai interrogé la Constitution congolaise. Finalement, il est toujours là parce que l'article 96 lui donne l'impunité totale. Alors, on ne peut pas diriger un pays en roue libre. Et j'ai l'impression, le président de la République du Congo, il a un vélo qui n'a pas de frein. Je vous donne un peu l'image du côté d'ABC, qui a les 15 ans, un monsieur qui arrive avec un vélo sans frein. Voilà, donc on est dans une situation incontrôlable au Congo. La démocratie, un déficit démocratique. Il y a, comment on appelle, le pouvoir n'a pas d'assises populaires. Nous avons vu que dans la totalité, lorsqu'on conduit des jeunes étudiants syndicalistes, pas pour le droit, je dis là, il y a le droit, le bon droit et le plein droit. C'est un bon droit qu'ils ont revendiqué. Alors, comment vous justifiez, vous, monsieur Audenant, vous êtes journaliste et congolais, qui se retrouve dans les geôles du pouvoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit un pays? La brutalité. Moi, j'aime pas la brutalité. Je sais qu'ici en Occident, ça se passe ainsi, mais il y a des réalités africaines qui sont là et c'est la façon dont la démocratie africaine évolue. C'est vrai que ce sont des choses qui sont effrayantes, des choses qui sont certainement inacceptables. Mais moi, j'aimerais un peu revenir sur la question de cette conférence nationale BIS. J'aimerais un peu savoir qui est derrière vous, en fait, qui sont vos soutiens. Parce que quand on voit un peu ce qui se prépare déjà de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques noms pour que le peuple sache au moins qui va avec vous pour voir en fait si le projet pourrait aboutir ou pas? Parce que tout dépend aussi des gens qui vous entourent. En tout cas, il n'y a pas de raison que ce projet n'aboutisse pas. Vous savez que toute la politique est articulée sur le rapport de force. Oui. Donc je pense qu'il n'y aura pas que quelques escarmouches que vous assistez, des petites polémiques
qui n'ont pas d'intérêt. Et le rapport de force dont vous faites allusion, c'est le rapport de force militaire ou bien de pression? Oui, je reviendrai. Nous avons mis au niveau de la CDI, nous avons proposé à nos amis pour ce rapport de force. Nous avons 3 options parce que la politique n'est pas une certitude, n'est pas une prévision. Alors, j'ai pensé un peu à Yannick Noah, quand il engage un service, on ne reste pas en fin de cours, il faut suivre le service, se replacer tout de suite. Bon, c'est comme ça. Donc nous avons 3 options entre nos mains. Moi, vous savez que je ne suis pas un va-t-en-guerre. Oui. Non, ce sera par le dialogue que nous pouvons trouver des solutions parce que la brutalité, ça va encore ruiner le pays. Aucun intérêt. La brutalité n'a pas que la brutalité. Bon, ça c'est une option pour celui qui veut faire des économies en vie humaine, le démocrate que je suis. Et puis, vous avez cette option aussi, et que je pense c'est inscrit dans la Constitution du Congo. Et bien, on peut passer, je pense que c'est d'ailleurs Denis Sassou Nguesso a dit lui-même, je pense qu'il doit avoir des armées, et quand la démocratie est mise en mal, alors, le peuple doit se fédérer. Donc, on peut aussi penser sur le mouvement populaire. Et la 3e option, c'est le coup de force, que c'est là où vous voulez m'entraîner. Bon. Non, je ne voulais pas vous entraîner là-dessus, c'est juste une question que j'ai posée par rapport à tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous écoutent doivent savoir, parce qu'en général, quand on parle de rapport de force, la plupart des gens l'utilisent en termes militaires. Alors, moi j'ai bien voulu savoir, en fait, et aussi pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous voulez dire par là, parce qu'il faut que vous soyez clair dans vos propos et que ceux qui vous écoutent aussi comprennent exactement le fond de votre pensée. Et si on ne met pas cette question, on écarte l'hypothèse de la force, et ça veut dire que les choses ne vont pas bouger. C'était une hypothèse de travail, moi je ne suis plus pas là-dedans, mais en tout cas c'est une hypothèse qu'il faut mettre, en tout cas, sur la table et discuter ça. Donc la balle n'est pas de notre côté, et la balle est du côté du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez, lorsque vous avez la présidence d'un pays, c'est un privilège. Je pense qu'il ne faut pas être là au peuple, puisque le pouvoir émane du peuple. Si pour le M. Denis Sassou Nguesso est élu par coup d'État n'est pas un démocrate, s'il pense que le pouvoir il a été élu, il faut savoir déposer le mandat lorsqu'on a fini son mandat. Lorsqu'on a fini l'exercice de son pouvoir, on doit remettre le pouvoir au peuple. Voilà ce que je demande. Moi, je pense que dans toute l'histoire de l'Afrique, nous avons une histoire précédente. Moi, je pense que il faudrait que cela s'arrête. Mais Monsieur Denis Sassou Nguesso, en tant qu'ancien, il sera en tant que... Pour l'ancien président qui sera, nous ferons un aménagement. Il faudrait revoir par... bon, il y a des étapes, de la nationale, après ça sera la transition, aménager, encore il faudrait qu'on apprenne à respecter nos anciens chefs d'État. Moi je vois très bien au niveau du Conseil constitutionnel, qui ne sera plus la Cour constitutionnelle, parce que jusqu'à présent, ils ont donné des mauvais exemples, une Cour constitutionnelle qui se lève comme ça un matin avec M. Denis Sassou Nguesso pour promulguer la Constitution. Donc la Constitution congolaise n'a pas été votée par le Congrès, c'est une faute grave, et c'est ce qui rend le pouvoir illégal. Et puis illégitime parce que il n'y a pas les libertés fondamentales qui sont exercées, pour ne pas parler des libertés individuelles. Donc nous avons à bâtir un pays modèle où c'est un état des droits avec la présomption d'innocence. Et moi j'ai pas envie de m'embarquer dans la Révolution française et on sait ce qu'elle a donné, les élections scolaires, et je préfère une démocratie apaisée. Donc je pense que c'est un appel que je lance à M. Denis Sassou Nguesso. Si l'homme le courrier, je pense qu'elle a tout à fait sa place du pouvoir. Moi, je suis pas un va-t-en-guerre. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, on a fini le mandat, et je continue. Il n'y a pas de problème. Et puis la vie continue. Heureusement. Mais j'ai une petite question. Il y a comme une sorte de contradiction sur ce que vous avancez. Tout à l'heure, vous avez dit que le pouvoir de Sassou est un pouvoir illégal parce que la constitution qui a été mise en place n'a pas été, en fait, n'a pas reçu l'assentiment ou l'approbation du peuple. Mais en même temps, vous dites qu'après cette conférence nationale bis, vous allez soumettre des propositions à l'ambassadeur, hein, je crois bien, M. Adada, qui est là-bas en France. Comment expliquez-vous qu'un pouvoir que vous ne reconnaissez pas et que vous soumettez encore vos propositions à ce même pouvoir? Écoutez, moi, Jean-François simple, que les gens ont compris, je n'ai jamais dit que M. Denis Sassou Nguesso était un président de fait. C'est vous qui le disiez, vous la presse, et puis les autres présidents qui sont à Brazza. En tout cas, la politique ne peut pas être ramenée à un fait accompli. Oui,
il y a des situations exceptionnelles. J'avais parlé entre temps du président Macron, et sur notre champ de travail, il n'était pas là, donc c'était l'accident, mais il a corrigé en ayant une majorité, puisqu'il a dit qu'il a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il y a des accidents de parcours comme ça, on appelle ça l'exception, et on ne peut pas ramener la politique congolaise à un fait accompli. Donc il n'y a pas de président de fait comme ça. C'était un président non élu. Et je vous ai dit que l'article 96, ça nous éloigne déjà d'être dans un État normal. Donc le pouvoir congolais, il est régulier, le mécanisme pour le rendre, pour le régulariser, eh bien, il faut passer par la conférence nationale 10 au Congo à l'étranger, et puis pour réguler, en tout cas, les institutions de la République et les organes de l'État. Je parle de deux choses. Oui. C'est-à-dire la gendarmerie et la police qui sont aujourd'hui privalisées. Parlons toujours un peu de cette conférence, parce que c'est surtout sur ce sujet-là dont il s'agit. On doit vraiment beaucoup s'apaisantir là-dessus. Parlons un peu des finances. Des finances. Est-ce que vous allez demander les finances auprès du pouvoir de Sassou pour pouvoir organiser cette conférence, ou bien vous avez des gens, des gens qui vous soutiennent et qui vont essayer de faire quelque chose, ou bien c'est entre vous les membres de cette convention, donc tous les participants, ceux qui vont bien vouloir participer à cette conférence, qui vont essayer de mettre la main dans la pâte? On n'a pas privatisé la conférence nationale BIS. Il y a, bon, de toute façon, un État par défaut. Donc, l'argent, il y aura juste une ligne budgétaire à mettre sur le compte du ministère des Finances. Et puis voilà, la conférence est partie. Non, elle n'est pas limitée dans le temps, le pays n'est pas fixé pour ne pas être en travers de tout ça, parce qu'il reste à avoir des rétractations. Donc, c'est une conférence, je dis bien, nationale, qui va chercher des ressources dans le budget de l'État, à côté de ce qu'on voit tous les jours, les parades inutiles, ce gaspillage. Déjà, le train de vie de l'État. Vous imaginez que le cours dans cette situation où on n'arrête pas de dire qu'il faut faire des réformes nécessaires, déjà, on peut faire des économies rien qu'au niveau du train de vie de l'État. Un petit pays à 40 ministres, je vois l'intérêt. Ministre des Sports, ministre du loisir, ministre pour boire le café, ministre pour rire. Il faut arrêter. C'est dur d'entendre toutes ces choses-là. Est-ce que vous abordez aussi dans votre conférence, ou bien soit encore dans vos discours, la libération des opposants politiques? C'est un préalable. On ne peut pas aller à la conférence nationale avec des détenus politiques. Ça, il n'en est pas question. Ça fait partie des préalables. Et donc, là, on ne peut pas faire une conférence nationale avant la conférence nationale. Donc, il y a des gens qui écrivent un manuscrit. Il y aura un ordre du jour que nous allons fixer à Paris avec le Parti congolais du travail, la mouvance du Parti congolais du travail, parce que nous ne serons pas dans un congrès de l'opposition. Et donc, ça sera vraiment vu à la loupe, région par région, parce qu'il faudrait qu'on pondère ça aussi, région par région, on va voir. Et puis, nous sommes en tout cas la 13e région de la République du Congo, c'est-à-dire les Congolais de la diaspora. Et c'est dommage, vous avez un ministre qui a été nommé ministre de l'étranger. Lui, l'étranger croit que c'est parti des partis de la Rouillot. Ça, c'est pas l'étranger. Enfin, faut pas déconner. C'est quand même pour une première, je ne sais pas si on peut dire, est-ce que vous êtes le premier opposant à appeler le pouvoir, c'est-à-dire à dialoguer tête à tête avec le pouvoir en place, surtout en ce qui concerne cette idée de la conférence nationale, parce que la peur aujourd'hui, c'est de vous voir classé, c'est-à-dire que vous classez déjà dans la partie des collabos, les gens qui collaborent avec le pouvoir. C'est comme ça que, c'est sûr, c'est comme ça que d'autres opposants vont vous taxer. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir ce statut-là, c'est-à-dire l'office que vous Non, je n'ai pas ce statut-là. Vous avez bien compris que, en même temps que nous avançons, nous sommes en train de construire le rapport de force. Vous savez que c'est violent quand même, Facebook, les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas rester une longévité de plusieurs années comme ça, d'être sur la place publique comme ça sur Facebook. Les je ne connais pas de toute façon, ils le savent très bien, que j'ai une certaine éthique. Et lorsque vous avez travaillé pour l'administration
la justice, le ministère de la Justice en France, vous ne pouvez pas vous prétendre à ce genre de choses, d'avoir ces fantaisies de dire que je peux avoir des miels. J'ai un numéro fiscal. Oui. Donc, tout ce que je peux avoir comme entrée, ça doit être justifié. Si je parlais que l'administration, au ministère de la Justice, aussi, et puis je suis enseignant aussi, en dehors où je fonctionne au ministère de la Justice. Je ne peux pas avoir une certaine somme. Vous avez vu, non? Les gens du président, quand ils viennent à l'aéroport, alors, quand ils ont une certaine somme, ils sont arrêtés. C'est une infraction. Donc, je ne peux pas disposer d'une certaine somme. Alors, donc, le mairie, moi, je ne connais pas. J'ai fait la démonstration une fois à Paris, pour bien montrer, et que je ne suis pas attiré par cela. J'avais réuni symboliquement un billet de 50 € à mon BBC, et c'était pour bien marquer le coup. C'était d'abord, les 50 €, c'est quand même ma sueur. Oui. Je sais me lever le matin, hein, donc c'est pas à moi qu'on vient donner des ingrédients, d'abord je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas, et tout le monde le sait, vous le savez vous-même. Si j'étais une dirigée, le terme que j'ai employé, ça se serait depuis la nuit de temps. Alors, donc je suis là sur Facebook, je n'aime pas la brutalité, la paix appelle la paix, la brutalité appelle la brutalité. On croit que je ne suis pas un homme violent, mais dans l'être humain, tout le monde est violent, vous ne savez pas. Ça fait partie de la nature humaine. Et, en tout cas, la violence, j'essaie toujours de transcender la violence. Je ne suis pas un homme violent. Je pense que je vous ai donné une référence. Oui. Il y a un précédent dans la matière, la conférence nationale, dites-moi, puisque vous parlez de collabo, Oui. est-ce qu'il y a eu le fisc, une étincelle, je ne sais pas de quoi. Vous avez entendu le coup de fusil au Congo? Et ce sont les enfants, et 72 conférences nationales, 91, vous imaginez de 91, les Congolais ne sont pas retrouvés face à face pour discuter de l'avenir de leur pays. Alors, ce que vous voulez, collabo comment? C'est ce que j'ai vu. Les larmes, quand je parle, j'ai aussi des messages moi. Quand vous voyez un maire d'un pays pétrolier qui vient chercher du matériel, on va dire dépassé, je n'ai pas envie de chuter tout le monde ici, ça peut toujours servir, et ça me fait très mal, ça me choque. Et ça renvoie à quelle image? Et c'est comme ça qu'on dévalue notre propre diplôme. Alors que quand je vois ça, je pense à l'économie des domaines en matière de crise. Allez sur ma page Facebook. Oui, que la fumée n'était pas invasive. C'est un Congolais qui vient de faire, à partir d'un morceau de charbon, vous mettre de l'électricité d'une autonomie de 2 semaines. Voilà l'Afrique. La paix est essentielle pour le développement de l'Afrique. Et c'est quoi j'ai cité cette frontière-là, avec, parce que j'ai la double nationalité, et c'est pas contradictoire de défendre les intérêts de mon pays d'adoption, la France, et de mon pays d'origine. Donc moi, j'ai fixé, en tout cas, la frontière artificielle, la Méditerranée. Les Européens, ils veulent faire la maîtrise des films migratoires, ok. Mais nous avons des cimetières à ciel ouvert. Il faudrait qu'on trouve ces points d'équilibre. Et vous croyez que c'est une morale de vendre des engins qui vont tuer, décimer des enfants? Mais on doit savoir au moins pourquoi on meurt. Vous avez des enfants, mais la vie, on ne peut pas la désacraliser. La vie est un droit pour tout le monde. Alors, c'est pourquoi je dis ce qui est bien pour la France, pour le reste du monde, et aussi bien pour le monde. Donc c'est pourquoi les instruments sont venus chercher à l'hôpital de Reims. J'ai dit que non seulement que ça nous déshonore, bon, allez, on va dire merci. Monsieur Adrien, le pouvoir en place vous accuse toujours de diaboliser la misère au pays. C'est-à-dire que vous voyez toujours le diable partout, et quand même bien que parfois certaines personnes, certains Congolais qui sont dans la diaspora là-bas, font des tours au pays, ils reviennent avec en fait une autre vision des choses. Ils disent qu'il y a la paix. Ils ne voient pas la guerre telle que vous criez haut et fort tous les jours qu'il y a la guerre dans le pôle. Oui, c'est vrai qu'il y a la guerre dans le pôle, mais sauf que, est-ce que vous n'exagérez pas quelque part aussi ces atrocités? Je n'exagère pas. Quel est le rôle de l'État? Il a un rôle régalien. Oui. L'État est là pour protéger les territoires et les populations qui vivent dans son territoire. Et vous ne pouvez pas prendre une armée nationale pour une enquête de police, je ne sais pas, aller chercher quelqu'un, on se déploie, et puis voilà, on tire n'importe comment. Alors je sais comment on va chercher des terroristes en France. Je vis en France. Oui. On trace un périmètre, après on réduit encore le périmètre jusqu'à avoir certaine patience, et c'est pas ce qui se passe au Congo. Oui. On prend l'armée pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le résultat des élections, et puis on punit tout le monde. Moi, je pense que
cette façon de faire n'est pas bonne. En lisant en lisant un peu les informations sur votre compte Facebook, je me suis aperçu, je me suis rendu compte que il me semble, rien qu'à vous lire, j'ai comme l'impression que vous ne reconnaissez pas aussi la victoire de M. Moukoko, puisque est-ce que c'est parce que vous avez attendu que M. Parfait Kolela puisse venir à Paris, le déclarer là-bas au lieu de le faire au pays? Mais je sais que quelque part aussi au pays, il avait déjà commencé à bouder, de ne pas reconnaître la victoire de Moukoko. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à dire que M. Moukoko n'a jamais gagné les élections au pays? Alors là, vous interrogez l'enseignant. Vous savez, quand il y a fait de matière à tricherie, on a l'habitude, je m'adressais d'ailleurs, je vous le dirai non, je pense qu'il est suit, il est à l'antenne, à mon grand frère et professeur et ministre, M. Joseph Wabari Barletti. Quand il y a fuite en année d'examen, on prend un sujet de remplacement et puis à la ligne. Qu'est-ce que vous voulez comprendre dans les aberrations? Vous êtes dans un bureau de vote. Comment vous pouvez expliquer que le nombre d'inscrits, et que le suffrage exprimé soit supérieur au nombre d'inscrits? C'est ça la démocratie en Afrique? C'est ça que vous voulez m'enseigner? C'est ça que vous voulez? Et donc, quand on part, je suis le premier soutien du général Jean-Marie Moukoko. Et en tout cas, si vous lisez entre les lignes, et tout le programme qu'a défendu le général Moukoko, c'était un programme de la CDI. On avait dit qu'il fallait qu'on rentre dans une transition réparatrice, parce qu'il était tribalisé. Et vous avez à l'époque, monsieur, comment on l'appelle, Ngolo, qui est devenu président du Sénat, et sans mandat qui siégeait à l'Assemblée nationale. Vous appelez ça un état de droit? Vous croyez que c'est normal comme ça? Il faut mettre les choses en droit. Et donc, pourquoi on ne peut pas quand même légaliser le général Moukoko que j'ai soutenu, haut et fort, dans un fichier où il y a une tricherie? Mais pourquoi la tricherie? Les sociaux ne seraient pas valables et celle de Moukoko serait propre. Non, je ne vais pas rentrer dans ce travail. Ça manque de rigueur intellectuelle. J'ai eu cet échange avec mon jeune frère, comment on l'appelle, André Ngombe. Je l'ai expliqué, il fallait qu'on soit rigoureux. Et c'est de la poubelle que nous présentons à notre peuple. Et c'est pas dit. Donc, d'abord, la première chose que vous me parlez de M. Moukoko, vous savez ce que je pense du général Moukoko et que je ne supporte pas. On dépêche toute la diplomatie du Congo pour venir nous parler d'un non-événement. Alors le coup d'état de Moukoko, puisque vous m'interrogez sur ça, il y a combien de victimes? 0. La date n'est pas connue. Mais est-ce que le coup d'état a été organisé? Est-ce qu'il a été fait? Mais c'est fabriqué dans un garage de mécanique ici par des voyous qui ne sont même pas de la DGSE. Mais puisque vous parlez, dans cette vidéo, on parle de 2 acteurs. On ne voit qu'un individu. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'était falsifié par Jeune Afrique, j'ai l'habitude de lire. Et puis donc, je reviens sur la guerre de 97. Nos autorités ont marché sur des cadavres. Et c'est là où j'attendais en tout cas Maître de l'hiver de venir dire non, cette fois-ci, de venir laver au moins sa conscience. Il n'a pas fait, il était parmi les premières conférences ici. On a perdu des maisons. Et ce que je reproche à l'homme en robe noire, avocat, qui n'est pas resté à Brazzaville pour servir de bouclier humain pour les enfants qu'il a laissés, les petits enfants. Bon, on va dire peut-être qu'il n'avait pas la bonne couleur de la peau. Je vous concède ça. Donc je défends Moukoko, vous avez dit que je défends Moukoko. Il n'y a rien à faire dans cette affaire. Mais qui, selon vous, selon, puisque pour répondre à cette question, vous avez abordé un peu la démarche pédagogique, certainement, en tant que professeur, mais il y a quelque chose qui, qui attire un peu ma curiosité. Est-ce que vous permettez que je vous pose une question, M. Liban, parce qu'il faudrait que ce soit aussi que je vous pose des questions. Vous pouvez m'expliquer, moi je travaille dans l'administration pénitentiaire, les cellules à 80 mètres carrés, je n'ai pas vu, le Congo serait vraiment un pays merveilleux. Je vous parlerai des dilemmes du prisonnier. Les prisons sont construits, en tout cas, dans un milieu perdu dans la forêt. C'est ce dilemme du prisonnier. Il va voler la clé pour sortir, mais quand il voit la forêt, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il va revenir à la clé. Si vous donnez quand même un pavillon, on a dit un abonnement Canal+, de M. Bouleret, il est en tout cas mis en examen. Donc je ne crois pas tellement, c'est pas même sérieux. Alors, 420 mètres carrés.
d'une cellule en prison, mais c'est parfait. Moi, si vous m'aidez dans ces conditions-là, mais moi, je reste en prison. Je canalise, je suis casanier. Je n'ai pas l'habitude de sortir dans la rue comme ça. Peut-être que j'irai renverser des acquis. Alors, 400 mètres carrés, d'où tirez-vous ces informations? Il y a comme une sorte de contradiction. C'est quand même les informations. Bon, voilà. Attendez, monsieur Dulon. On a suivi l'interview de monsieur, du ministre Thierry Mongala. Je parle de mon coco, je parle de la prison, je connais le milieu carcéral. J'ai travaillé dans le milieu carcéral, je le connais. Oui. Alors, si vous avez une cellule, les fiscs de 80 mètres carrés, parce que les 80 mètres carrés, on a multiplié par 5 à peu près, nous sommes arrivés à 420 mètres carrés, et mon côté dans cette détention, et donc il n'est pas en maison d'arrêt, il est où? Alors ces avocats, de l'autre côté, ils viennent dire que voilà, ils ne voient pas le jour, il est toujours enfermé là-bas. Maintenant, qui fait écouter? Alors c'est une honte. Je demande au ministre Thierry Mongala qui rentre à Brazzaville, oui. Ce cinéma-là était supportable. C'est un mensonge d'État, c'est un scandale. Ça va ruiner notre pays. C'est vrai que je vous disais que j'apporte un espoir. Pour les vies économiques, tout est au rouge au Congo. C'est une économie à roue libre. Je vais parler du cyclisme qui n'a pas ses fins. Et ça part dans tous les sens. Alors que là, je donne un espoir aux Congolais. Oui, notre économie est dans une situation difficile. Il y a des pays qui vivent avec la dette. Il y a des pays du Japon, première et troisième économie du monde, 250% de leur produit intérieur brut. Ce n'est pas le problème. La France est folle, presque 100%. Alors, j'aimerais bien ne pas faire ce que disent les chiffres, aucun intérêt, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi les chiffres, ce sont des jugements de valeur, et donc, on est dans cette situation-là. Donc, je demande simplement que monsieur Thierry Mongala coûte de l'argent pour le comptable congolais, il vient dire des mensonges, c'est des contre-vérités, ça éclabousse tout le monde, et il ne voit pas la lumière du jour, on nous dit qu'il est dans un 400 mètres carrés. Bon, maintenant, qui fait écouter? Puisque vous êtes congolais, vous êtes aussi journaliste, qui fait écouter? Vous allez écouter ce message, je crois bien. Ça détruit notre pays, l'espoir que je vais donner, oui. Je vais parler de tout ça, ça ruine notre pays, mais je vous ai parlé d'un État, l'État sur le plan juridique est quasiment immortel. C'est pourquoi vous m'avez vu aujourd'hui devant votre antenne, c'est cet espoir que je porte, c'est vrai, il y a eu des maladresses en économie, sur le plan juridique, oui, le Congo a ça, le Congo, c'est ça qui nous sauve un peu. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle une quasi-immortalité de l'État. C'est ça qui m'amène devant l'antenne. Mais s'il y avait plus rien à faire, je ne serais pas là. Dans les mécanismes de réguler, vous savez, je veux encore vous dire, il y a deux façons de régler une situation. Lorsque vous avez une chaîne de vélo, quand elle est tendue, vous faites quoi pour la régler? Il faut la détendre. Et quand elle est détendue, vous faites quoi pour la régler? Il faut la tendre. Donc il faut dérégler ce système-là pour pouvoir la régler. D'accord. On va aborder les questions économiques bientôt, dans quelques instants. Mais en fait, j'aimerais un peu revenir sur cette affaire de la prison de Mokoko, parce que j'ai comme l'impression que vous doutiez de la nature même de la prison dans laquelle se trouve le général Mokoko, qui, selon les dires du ministère Mongala, il se trouve dans une belle prison, et selon les dires des opposants, il se trouve dans une prison dans des conditions très on parle de quoi, monsieur Dulon? Là, pour essayer un peu de résoudre la situation. Moi, j'ai envie de vous entendre. Le coup d'État de 97, où les autorités marchent sur des cadavres, les dates, il y a tout. Vous me parlez de quelque chose, de mandat. C'est dans la maison, comment? D'accord. Est-ce que, moi, c'est une façon de chiffonner les gens, de venir parler de choses qui ne servent à rien. D'accord. Les Congolais ont besoin de se retrouver, et se réconcilier pour faire ça. D'accord. Mais est-ce que pour vous rassurer, il serait possible certainement de demander au gouvernement de Brazzaville de prendre des vidéos de la prison dans laquelle se trouve M. Mokoko et prouver à tout le monde que M. Mokoko vit réellement dans ces belles conditions. Après, ça va se faire. Moi, je veux le voir libre, voir tous les enfants du pays. J'ai dit que vous parlez sur le Mbongi, moi je vous apporte des éléments complémentaires. D'accord. Il y aura le Mbongi et le Fundu. Ce qu'on appelle une suspension de séance en droit français. Oui. Donc, je ne peux pas admettre l'élection de M. Denis Sassou Nguesso. C'est préfet d'irrégularité, ce que j'appelle des incidents graves, avec les armes de guerre. On prend son compagniteur qui est un frère pour lui, aller à la maison d'arrêt, et ça, c'est insupportable. Vous avez compris? Il faut construire
Donc, pour moi, c'est un président non élu. Et ce magistrat qui va prononcer, qui va dire le droit, il est au nom de qui? Au nom de qui? Puisque vous contestez l'élection de M. Délissé. Ce sont des choses qui n'ont pas été élues. Mais vous avez même des gens qui ont des jeunes chez eux. Vous trouvez ça normal? Avoir une urne privée? Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous voulez qu'on légalise ça? Je suis au courant de tout ça. Je suis au courant de tout ça. Ah, merci. Est-ce qu'on peut essayer un peu d'aborder les questions économiques, puisque vous avez déjà, il y a quelques minutes, essayé d'écorcher un peu cette situation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation de la dévaluation qui est déjà, et c'est un peu bon, je dirais pas de l'histoire, mais la dévaluation qui inquiète un peu la population congolaise à partir du moment où nous écoutons par-ci et par-là que la zone d'Afrique centrale sera, en fait, le franc CFA sera dévalué, mais pas la partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors vous, je sais que vous avez étudié l'économie, comment comptez-vous expliquer cette situation avec le français le plus simple et le plus limpide aux Congolais, hein, même ceux qui sont au fin fond du village, d'être capables de comprendre le message que vous voulez faire passer par rapport à cette situation-là? Merci, M. Lyon. Je pense que vous allez séjourner en Chine, non? Et quand la Chine dévalue, c'est pourquoi? Pour faire quoi? C'est pour favoriser les exportations. Oui. Mais pourquoi on va dévaluer une monnaie si c'est pas politique? Il y a déjà eu la première dévaluation. Ah bon, elle était politique, c'était une affaire entre M. Balladur et M. Chirac. Oui. Et comme c'est M. Balladur qui était aux affaires au gouvernement, il fallait lui couper l'herbe sur les pieds, il a pris la monnaie, la casse en deux, tout voilà. Comme ça, parce qu'on sait que les financements des élections présidentielles, c'est là-bas, à la source, c'est en Afrique. Donc, pour éliminer, en tout cas, un de ses amis politiques, les amis de 40 ans, M. Chirac, il trouvait ces moyens-là. Oui. Et donc, une dévaluation. Il faudrait bien qu'on soit clair, ne pas flouer, en tout cas, la lanterne du peuple congolais ou du peuple du monde. La dévaluation a lieu tous les jours. C'est ce qu'on appelle le marché. Oui. Officieux. Hein? Une monnaie se vend, s'achète. Mais la dévaluation officielle, c'est celle qui réunit les gouverneurs de la Banque centrale. Bon, moi je mettrai ici les ministres de la zone francs. Donc ça suffit seulement d'eux pour fixer la parité, c'est-à-dire pour la surévaluer ou la sous-évaluer. Le ministre français, M. Benoît Lalliard, a dit qu'elle n'était pas surévaluée. Alors je vous pose la question, elle est comment? Sous-évaluée? Est-ce qu'elle a la valeur juste du marché? C'est ça les grandes questions que l'élite congolaise devait poser à la place du monde, parce que le débat aujourd'hui c'est à la place du monde. Il y a un gouvernement monde, ce qu'on appelle la communauté internationale des États, et donc il faut venir discuter à la place du monde. Donc on a fui les Congolais, c'est un voyage sans intérêt. Moi je crois que d'une façon, on va dire empirique, hein, pour que les gens comprennent, c'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Vous savez que nous sommes en face, c'est pas une insulte. Oui. Nos frères de l'autre côté des rives, à Kinshasa, oui. Et ils ont passé tout leur temps à la Banque centrale, matin et soir, de fabriquer la monnaie, et la monnaie ne reposer sur rien, et ça peut créer ce qu'on appelle un surchauffe dans l'économie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent, et puis il n'y a rien à manger. Surchauffe. Et nous, dans la situation du Congo, nous sommes dans une économie froide. Il n'y a rien. Ni l'argent, rien, tout se fera. Donc, il y a une économie à bâtir au Congo. Il faut commencer par les fondamentaux. Bon, je suis en train de voir à Brazzaville, on ne sait pas, il y a des géologues, il faut faire attention au glissement des terres. On est en train de chercher l'eau, on sait comme si on cherchait le pétrole, en train de creuser partout, moi je comprends. Nous avons l'eau, le flot des rivières, partout. Hein, le réseau hydraulique au Congo, il ne vous passe entre les gens, on vous dit qu'on est en train de creuser. Creuser quoi? De faire quoi? Le feu vert, je dis bien à un pied, on n'a pas l'eau. Et vous allez dire que ce pays-là est développé? Pas plus loin, j'ai écouté les amusements de monsieur, comment on l'appelle, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Oui. Comment on l'appelait? Parce que des fois, monsieur Mvouba. Oui. Vous savez, encore un slogan, zéro fin en 2030. Mais il est déjà en 2018, il pense 2030. Il n'est même pas capable de dire aux Congolais, écoutez, nous avons une terre fertile, et même le Congo qu'on appelle le Congo. Mais dites aux Congolais, il est jeté, et faire pousser le Congo, ça ne demande pas d'aller à l'étoile, et le slogan, fin 2030. Franchement, je ne veux pas vraiment être surpris
je préfère, parce que nous avons des éditeurs qui nous écoutent. Oui. Et Girofin, il a fait l'école, un chant, une école. Et ça donnait quoi? Ça donnait quoi, dites-moi? Il faut être sérieux. Mais pour sortir un peu de cette situation-là, que préconisez-vous du point de vue économique, puisque vous êtes économiste? Tout à l'heure, vous avez essayé de critiquer la dépendance du Congo-Brazzaville à l'égard du franc CFA et ce même franc CFA qui est entre les mains des Français. Il n'est pas convertible déjà, la monnaie doit être convertible. Je pense que vous avez fait l'expérience, on prépare la mission, vous n'êtes pas parti à Dakar, oui. Vous avez 20 000 euros, on vous a remis 800. Donc, c'est pas normal, un franc CFA, et qui change au prorata, je sais pas, des pays, au gré des humeurs des gens, dans un marché qui n'est pas même pas officiel. Déjà, le flottement de monnaie, et tout ça, et tout ça. Et puisque vous parlez du franc CFA, alors est-ce qu'il y a une raison et qu'une monnaie aille dormir tranquillement au trésor public français, alors qu'il devait être arrimé à l'euro? Donc c'est une monnaie qui manque de compétition, simplement, ça dort. Isidore, c'est ça. Et donc, en un mot, à vous entendre parler, le Congo n'est pas souverain, parce que la véritable souveraineté devrait normalement passer par une souveraineté monétaire. Je ne vais pas aborder ça, c'est des questions, j'ai pas, vous savez, j'ai la double nationalité, ça on verra ça, le moment venu, oui. Un pays doit avoir sa propre monnaie, je le dirais tranquillement. Oui. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Qu'est-ce qui se passe avec ce franc CFA? Parité fixe, ok? Oui. Et donc, tout ce qui va gagner l'euro, on n'est pas concerné. C'est ce que j'appelle une monnaie horizontale. Oui. Elle ne bouge pas, elle est comme ça. Nous exportons le pétrole en dollars. Oui. La France, c'est le premier partenaire et l'Europe. Hein? Je dis on exporte, mais on importe en quoi? En dollars. Et quand vous prenez la parité du dollar et des fonds CFA, je pense que l'euro dame de pion sur les CFA, et voilà encore comment on perd l'argent. Donc nous sommes doublement trahis comme ça. Et maintenant, pour revenir à mon pays d'origine, je pense que c'est un plaisir. Hein? Oui. Vous avez vu les Anglais sortir de l'Union européenne. Mais ils n'ont rien. Mais les Français, ils ont quoi? C'est pas moins que rien. Ils ont quand même l'argent disponible au trésor public français. Les gens qui vont prendre la décision et de ne plus rester dans l'euro, alors il faut nous dire gentiment et nous envoyer ce retour d'ascenseur. Et dans ce cas-là, nous sommes plus français que les Français. Oui. Donc, voilà le message que j'envoie. Bon, c'est ça la triste réalité, malheureusement, que certains dirigeants africains n'arrivent pas à voir un peu la réalité qui se présente devant eux, surtout en ce qui concerne la misère du peuple. Mais la question que je vais vous poser une question, M. Dinan, parce qu'il ne fallait pas que ça m'échappe. Oui. Et dites-moi, hein, il faut combien de jours pour compter 200 bulletins de vote en Afrique? Moi, en France, j'ai l'habitude de détenir les bulletins de vote. Bon, les bulletins de vote en Afrique, oui. C'est ce qu'on a vu en général. En général, ça tourne autour d'une semaine. De vote en France. Oui. Compter 200 bulletins. L'élection a lieu le matin, on ouvre les bureaux à 8h. Ah oui. Et à peu près à 18h, on ferme les bureaux. À 20h, nous avons le résultat. Vous ne pouvez pas proclamer, si vous voulez rentrer dans la modernité, oui, le résultat dans le bureau de M. Mboulou. Non seulement qu'il va falsifier, il reste avec le résultat 4 mois. Vous voulez qu'on continue comme ça? Compter 200 bulletins de vote, c'est une prouesse aussi? Et vous voulez qu'on avance? Oui, je donne raison à M. Sarkozy. Oui. Non, il a raison, on ne peut pas continuer comme ça. Compter simplement 200 bulletins de vote. C'est un souci? C'est une prouesse? Ce sont des mathématiques qui nous dépassent? Il ne faut pas exagérer. Et c'est comme ça qu'on a triché. Donc, M. Denis Sassou n'est pas présent lui. On a vu la manière que ça s'est passé. Il y a eu la brutalité. Il faut que tous les Congolais reviennent simplement au bon sentiment. Alors ne cherchez pas M. Abalokou. La vie est sacrée pour moi. Je suis démocrate. Peut-être qu'on ne peut pas qualifier chrétien. Et donc, il ne faut pas m'attendre là-bas. Mais maintenant, si l'option de la force s'impose, eh bien, puisqu'on avait demandé, je parlais au nom de qui? Oui. J'ai la légitimité du peuple congolais de la diaspora que je représente. Oui. Je pense que vous avez vu les figures emblématiques de la diaspora réunies pour un seul homme. Donc la conférence nationale, lui, c'est pas la conférence Ouagadougou. Ça n'a rien à voir. Oui. S'il y a un précédent, nous voulons replacer notre pays dans les concerts des nations. Donc il faut construire un État-nation.
Il faut que les enfants d'une seule mère se puissent s'asseoir, se regarder dans les yeux gentiment, et pas encher des faïences, et pour construire ce pays. On a le but, hein? Mais je pense que j'ai un bon accent lingala. On a le but, hein? Non. Mais Itumba, Ibomaka, Mboka, Itumba Yami. Et pourquoi nous voulons cette brutalité-là? Pourquoi la brutalité? Toujours la brutalité. Pourquoi venir mourir au pouvoir? Moi, je trouve ça extravagant. Je trouve ça extravagant. Alors, donc la politique, je le dis bien calmement, monsieur Odilan, la politique est un espace du vivre ensemble. Voilà. Il faudrait qu'on apprenne à construire ce pays dans l'intelligence simplement, et que chaque fille de Congo aurait sa place. Alors la question toujours posée, vous savez, combien gagne un médecin congolais et comment gagne un lieutenant? Voilà, c'est comme ça qu'on a inversé les choses, on a inversé les priorités, les inversé des valeurs. Et vous voulez que ça marche? Nous sommes dans un régime dur au Congo. Parce que quand même un lieutenant qui va gagner plus qu'un médecin, moi ça me choque. Voilà, donc il faut remettre là-bas le centre, discuter les affaires du Congo calmement, et puis voilà, et voilà. Maintenant, en temps de paix, nous allons demander, puisque vous demandez un effort national, vous parlez dans l'économie, ils ont les génies militaires, nous avons fait le boulevard des armées, il ne faudrait pas que cela s'arrête à ça. Donc le militaire, en tant que citoyen, il ne faut même pas faire des militaires qui doivent faire 40 ans de service comme ça. Après, ils ont un gros ventre, ils ont du mal, et quand l'armée angolaise rentre à Sibiti, ils ont du mal à courir. Donc c'est 10 ans après, ils sont appelés à faire autre chose. Voilà. Ils ont de gros ventres, ils ont du mal à courir. Ils ne peuvent pas aller à Sibiti, c'est à quel côté. Et quand il faut taper les étudiants, alors là, la matraque, on la sort facilement. Et c'est ça qui me choque. D'accord, je crois que nous avons abordé plusieurs sujets, les sujets économiques, les sujets de la conférence nationale BIS à l'étranger, dont on ne sait pas encore Et je soutiens la conférence internationale de mes frères Boukadia, les ministres Maleka, nous avons toujours de bonnes relations, et puis, je ne sais pas, des amis de paix. Moi, je soutiens ça parce que nous devons faire feu de tout bois. J'ai toujours pensé que la politique n'est qu'une certitude. Il faut émettre le scénario. C'est-à-dire, vous mettez l'hypothèse. Lorsque l'hypothèse est vérifiée, ça vous donne une théorie. Et lorsque la théorie n'est pas, on repart à la case départ. Et lorsque la théorie est vérifiée, ça constitue la loi, et vous le savez très bien. Là, je suis dans un laboratoire d'un médecin qu'on appelle Claude Bernard. Je pense que ça a inspiré le droit. La loi, c'est la loi, et je vous envoie à la loi de la pesanteur. Que tu sois président, lorsque vous allez visiter un chantier, vous savez ce qu'il y a là-haut, là? Le président a besoin de quoi? Il est comme tout le monde. Lorsque la charge part de là-bas, il n'a pas besoin de son casque, il a besoin de ses jambes pour courir. Donc, personne ne peut être au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Le président Obama l'a dit. Et si je voulais vous casser les Américains et pouvaient nous donner la facilité, j'aurais eu le présent mandat. Donc, on ne peut pas venir s'éterniser pour rien. Regardez les présidents dans le monde. Et Sarkozy. Je peux dire que Macron, c'est notre. Il a à peu près l'âge de mes enfants. Et alors, il faut que l'autre génération essaie de passer la main à l'autre génération pour ne pas tomber ce qu'on appelle le conflit de génération. Aujourd'hui, on va pouvoir. D'accord. Je crois que malheureusement, Tolobi pe na linga la te, Tolobi pe na munugutu bate pour nous permettre na bato o bayoka le pototé. Je sais que que Congo est un pays à fort taux de scolarité. Bon, ça c'est à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, c'est sûr que nous avons toujours gardé un peu le cap. Il faudrait certainement faire passer aussi le message dans les langues nationales de façon à ce que même ceux qui sont au fin fond du village puissent être capables de comprendre ce que vous dites. Parce que quand il y a trop du français, le potosogue et les trop matas, c'est si bien que la population a du mal à comprendre et du coup on vous suit plus, on vous suit plus et toi comment le non, vous êtes des démagogues par rapport à ma. Donc quand vous savez que la clientèle cible
hein, excusez-moi d'utiliser ce terme en termes de marketing, la clientèle cible, c'est la population. Si à la population, ce sont les conditions de vie des populations que vous voulez améliorer ou bien chercher des solutions, ben, il faut trouver les moyens de parler en fait, de façon la plus simple à cette population, de façon à ce qu'elle puisse vous comprendre. Alors, lorsque vous venez avec ce gros français, confond tout le monde, ce n'est pas une façon d'insulter ou bien de dénigrer les intellectuels, mais c'est juste une façon de dire à tous les opposants et même à ceux qui sont au pouvoir d'utiliser des mots qui sont aussi simples possibles de façon à ce que la population puisse comprendre les projets, que ce soit économique, culturel ou soit encore dans le cadre éducatif, que la population soit capable de comprendre ce que l'on dit. C'est juste et ça. le FMI, hein, parce que je vais dire un mot sur le FMI. On a dit que le FMI apporterait ce qu'on appelle les réformes économiques et tout ce que la population, les gens ne comprennent pas du tout ce genre de les réformes du FMI, ils sont les bienvenus, je le dis tranquillement. Oui. Ils vont apporter ce qu'on appelle un ajustement. Mais comme nous n'avons rien, nous n'avons pas une économie, je ne sais pas ce qu'ils vont ajuster. Donc à côté, nous avons proposé le plan de développement économique et social pour notre pays. Oui. Et j'ai pris ce modèle parce que on va expliquer ça encore à Lingala, même en Kikongo, on va y arriver. Donc le FMI est la bienvenue, il a dit qu'il faudrait que nous fassions les réformes nécessaires, c'est-à-dire l'économie à roue libre, où il n'y a pas de contrôle, on a mis les neveux partout, on ne peut pas les contrôler, non, ça il faut qu'on arrête. On a même fait des éléphants blancs de l'économie. Vous savez qu'est-ce que c'est? Il faut expliquer. Oui, les éléphants blancs de l'économie, oui, c'est-à-dire la construction des infrastructures. C'est-à-dire des aéroports sans avion. Oui. Vous avez des hôpitaux sans médecins, et puis vous avez des ports sans bateaux. Et puis le port, hein, vous savez, quand on va mettre un port dans la forêt, alors que le port est stratégique. Vous faites allusion au port de Yo, c'est ça? Oui, le port de Yo, ça n'a pas sa raison d'être. Je vois ça, c'est la tombe de ma mère, il faut que je la fasse là-bas. Non, c'est pas justifié ni économiquement. On va me parler de l'écologie, et on va mettre sur des villes, Monsieur Adrien, c'est vrai que la sécurité, on aimerait que le bois vienne par la l'eau. construction des infrastructures routières, portuaires et économiques. Construire un port, c'est vrai que... un port, c'est une ville, dans une ville, vous avez les services des douanes, les services annexes, on approvisionne les bateaux, on les répare, c'est une ville dans une ville. Mais lorsque vous allez mettre un port dans la forêt, moi ça me choque. Bon. Alors je disais le FMI, réforme, ajustement, c'est ça qu'ils ont dit, il faut qu'on chasse tous les gaspillages. Et les gouvernements de 60 membres, ça il faut qu'on enlève. Les directeurs qui n'apportent même pas l'argent, comment on appelle ça, au trésor public, là aussi ça va être grave. Ça va être grave. Donc le FMI est la bienvenue, ça va nous faciliter d'éviter un peu ce genre de dérapage. Nous à côté on va leur proposer le développement parce qu'on ne peut pas raser, derrière il n'y a rien à raser, ajuster c'est ça. Et donc, je pris simplement le modèle de Wilson. Hein, c'est un éminent économiste. Oui. Il y avait des contradictions. Ça, c'est pour la petite histoire économique. Hein, oui. L'économie. Alors, vous êtes en train de faire des approvisionnements tous les jours. C'est un coût. Et donc, l'entreprise ne peut pas supporter ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va acheter la marchandise par des camions entiers. Et bien, le résultat est contraire aussi. Il y a encore un souci. Vous augmentez le stock. Et qu'est-ce qu'il fallait faire entre ces deux paramètres, ces deux variables contradictoires? Eh bien, Wilson nous a proposé de faire l'intersection de ces deux variables, c'est ce qu'on appelle la quantité économique. Donc, le FMI est la bienvenue au Congo avec les réformes, nous allons développer, et on ira chercher cet équilibre macroéconomique. Et donc, j'expliquais, on va voir qu'il y a un pléthore dans la fonction publique, c'est ça qu'on va dire. Non, moi je ne raisonne pas sur une variable, je raisonne sur la valeur, pas la quantité. Parce que on peut très bien avoir 2 plus 2 plus 2, ça fait 10. On peut faire aussi 2 plus 1, ça fait 10. Donc, évitons ces jugements des valeurs. Ici, le fonctionnaire, l'instituteur gabonais, il touche 100 000 francs. Hein, je parle de la masse monétaire, 100 000 francs. Alors, les Congolais peuvent avoir des enseignants, où est le mal? Où est-ce que vous avez vu le pléthore d'enseignants? Où voyez ça où? Non, on va raisonner, c'est ce que j'ai expliqué, en Kikongo, avant le coup de Bingambi hein, vous amenez ça ici. On prend le fait de manière qu'on coupe. Mais on coupe, on prend le fait par cas, par famille. Est-ce que vous voulez dire ici, moi j'ai 10 enfants, est-ce que la communauté fonctionne comme ça? Donc, c'est l'économie que nous voulons apporter. Oui, les allocations, oui, il faut qu'on développe les unités de production.
ils ont dit diverser l'économie, eh bien, il restait M. Mvouba, avec le président, ils sont assis, ils sont en train de diverser l'économie. Après, ils ont dit fin 0 en 2030. Il faut arrêter un peu le. Il faut donner cet argent du pétrole. Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans votre détail, sinon on va se cacher tout le monde ici. Oui. Donc, on appelle ça la redistribution des revenus. Nous allons moderniser l'économie du Congo, ce qu'on appelle les agents économiques. L'État est un agent économique. Oui. Il va prélever les impôts pour pouvoir les reverser en allocation à ceci. Je pense que vous êtes économiste, monsieur Audilon. Vous savez ce que je dis? J'ai fait le droit international économique, oui, toucher un peu du côté économique. Il va distribuer. Mais vous imaginez, vous avez une boulangerie, parce que j'ai pris l'exemple, il commence à être coutumier de ça aussi. J'ai pris l'exemple de la boulangerie. Vous avez 5 personnes qui ont toute l'économie et de la contrée. Les 95% n'ont rien. Vous croyez que vous avez des ventres pour consommer les 100 pains qui sortent tous les jours dans la boulangerie? Mais si vous accordez l'allocation spécifique, je ne vais pas dire l'allocation paresse, parce que les grands paresseux sont à l'Assemblée nationale, ils dorment en pleine séance, et pour des salaires de 3 millions. Moi, si vous me donnez 3 millions, j'ai l'œil vif, je ne peux pas dormir. Donc les feignants ne sont pas du côté des Congolais, on leur donne cette allocation spécifique, eh bien, ils vont consommer. Et c'est ça qui va développer, et c'est ça qu'on appelle diversifier l'économie. Alors vous voulez pas aller à la conférence nationale BIS, virgule à l'étranger? Vous voulez quoi? Vous voulez la guerre? On parle d'économie, on parle de socialisme. Vous vous expliquez. Nous avons l'espoir. Heureusement que sur le plan juridique, notre État est immortel. Mais sur le plan économique, c'est zéro. Voilà. C'est que d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Vous avez, en tout cas, ça n'arrête pas, le balai du Fonds monétaire international est une honte. Mais l'économie de tout le monde le sait. Vous avez des cartes de visite que vous diffusez partout. C'est pour ça. Il faut mettre dans l'économie. Moi, je suis pas un groupe en guerre. C'est tout. D'accord. Donc nous voici donc arrivés presque à la fin de cette émission, puisque nous avions déjà ici, nous avons déjà fait 1 heure depuis qu'on est là. Et une émission, lorsqu'elle est trop longue aussi, vous savez, les gens ne vont pas trop vous suivre, parce qu'il y a un proverbe qui dit « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Et en termes de médias, une émission trop longue aussi, les gens ne vont pas avoir tout ce temps-là à rester devant leur écran pour regarder. Donc, vous avez pu exposer beaucoup de points. Si vous me pardonnez, monsieur Audilon, c'est le dernier, je pense que une fois n'est pas coutume, donc si on accepte une élection vraiment de cette manière-là, bricolée et tout, oui, ça veut dire que nous acceptons le coup d'État permanent. Moi, je ne suis pas pour le coup d'État permanent. Non. Donc, une fois, il doit être coutume, il faut annuler cette élection par la conférence nationale BIS, oui, mettre la transition en route pour tout réparer. Et puis, ceux qui, d'aventure, j'avais dit, qui vont se précipiter, eux qui veulent aller dans ce gouvernement de transition, c'est un gouvernement des missions. C'est pour gérer les affaires courantes et puis en même temps préparer les élections crédibles. Quand on entend par élections crédibles, ceux qui seront au gouvernement, qui soient président de la République, qui sont dans le gouvernement, à la première session, il ne faut pas qu'ils fassent cette élection. C'est ça qu'il faut, c'est tout. Ils ne vont pas travailler, ils n'auront pas la mission. Eh bien, ils vont aller à Boko, acheter des sacs de manœuvre, d'acheter tout le monde. Non. Il y aura ceux qui seront dans le gouvernement de transition, la première session, ils ne sont pas dans le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire, et je vous laisse encore comprendre l'émission. D'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois bien que vous avez été nombreux, que ce soit au niveau du Congo-Brazzaville, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit aussi au niveau du Canada, puisque la vidéo sera encore rediffusée plutôt sur YouTube, dans le compte de CGB24 TV Universel, avec toutes les modifications techniques qui seront apportées. Alors, voilà, donc je tiens à remercier tout le monde, et à vous remercier aussi, vous, monsieur Adrien Ouabaloukou, et j'ai eu comme l'impression en vous écoutant que c'est une sorte de projet de société que vous avez essayé de faire glisser un tout petit peu à l'endroit des Congolais qui vous écoutent aussi. Je ne sais pas si vous avez l'intention certainement de vous présenter un jour en tant que candidat à l'élection présidentielle, puisque la plupart des hommes politiques en fait cherchent aussi à emprunter ce chemin-là. Mais si c'est cela aussi, je vous souhaite une très bonne chance dans ce sens. Et nous voulons donc souhaiter à tout le monde de passer aussi un bon week-end, et c'est sûr que vous avez peut-être aussi des salutations, mais je ne sais pas, saluer tous ceux qui vous écoutent, si ça vous convient bien aussi.
Je dois remercier M. Dulon de m'avoir accordé la parole pour que je parle à mes frères qui sont restés en Afrique là-bas. Et de tout cœur, j'ai toujours la pensée pour cette dame qui nous a laissé 3 merveilleux enfants en laissant sa vie simplement parce que les conditions sanitaires de notre pays ne sont pas au rendez-vous. Et donc, voilà, je voulais penser, je termine par cette pensée. Merci beaucoup, Monsieur Adrien Wabaloukou. Et voilà, donc c'est par ce mot que nous allons donc clore cette émission et donc à nous revoir à la prochaine occasion. Au revoir. Merci beaucoup.